Je vais tenter de vous présenter le courant d'éthique environnementale. Alors, l'éthique environnementale, c'est le nom d'un champ de recherche philosophique qui s'est formé au début des années 70 dans les pays anglo-saxons, et plus particulièrement en Amérique du Nord. Euh, Si vous voulez, on peut considérer que 90% des publications en éthique environnementale viennent des États-Unis. Ce qui ne veut pas dire que les autres pays anglo-saxons n'ont pas apporté des contributions significatives. En fait, d'un point de vue strictement chronologique, les premiers à avoir écrit dans ce qui deviendra le courant d'éthique environnementale, ce sont des penseurs australiens. Il y a aussi des penseurs anglais qui, depuis le début des années 70, ont fait du très bon boulot en éthique environnementale. Par ailleurs, l'éthique environnementale s'est exportée au-delà des frontières. On trouve maintenant quelques penseurs en Allemagne qui ont repris à leur compte des propositions d'éthique environnementale. Il y en a en Hollande, il y en a en France, en Italie, enfin un peu partout en Europe. Et même au-delà, en Amérique latine, en Asie, enfin maintenant, voilà, ça s'est diffusé absolument de manière mondiale, quoi. Mais jusqu'à aujourd'hui, les figures majeures, les penseurs les plus créatifs, les plus prolifiques, sont tous originaires des États-Unis. Donc il s'agit d'un courant qui maintenant a 40 ans d'âge. Il y a déjà 2 générations de chercheurs qui se sont succédés dans le domaine. Et pour autant que je puisse en juger, j'ai l'impression que c'est quand même un courant qui est bien implanté dans la communauté philosophique. Elle est devenue une composante, si vous voulez, à part entière de l'institution académique universitaire où il y a même quelques chaires de recherche et d'enseignement qui ont été créées. C'est-à-dire qu'il y a des professeurs d'éthique environnementale qui font que ça à longueur d'année. Oui. Donc ça laisse rêveur, on aimerait bien avoir des trucs pareils en France, évidemment. En dépit de sa relative nouveauté, je vous dis, c'est les années 70, donc c'est quand même pas très vieux, le courant dispose déjà de certaines revues spécialisées. La meilleure, c'est Environmental Ethics, tout simplement, ils ne sont pas cassés le trognon pour trouver un titre. Il y a des collections réservées chez quelques grands éditeurs, il y a des spécialistes reconnus, j'essaierai de vous en citer quelques-uns peut-être à la fin. Il y a des historiens, il y a déjà des historiens du courant d'éthique environnementale qui ont écrit là-dessus. Et, il y a les livres classiques, etc. Ouais. Donc, comme de juste, avec ce courant-là, comme avec d'autres, la bibliographie maintenant est devenue absolument pléthorique, à tel point que ça défie tout relevé exhaustif. Vous avez des milliers d'articles dans le domaine, des centaines de livres, vous avez des dizaines de thèses de doctorat, des volumes collectifs, etc. Alors, j'ai pas tout lu, ça, je vous le dis franchement. J'ai lu autant que j'ai pu, mais c'est impossible, c'est un océan maintenant, on ne peut plus suivre. Alors bon, une fois que je vous ai présenté comme ça, maintenant il faut rentrer un peu dans le détail. Qu'est-ce que c'est que l'éthique environnementale? Alors vos professeurs ont dû vous le dire et le répéter 10 000 fois au cours de l'année. Il faut toujours commencer par une définition. Il faut essayer, ne serait-ce qu'à titre provisoire, de s'entendre sur les mots, donner une définition. Alors pour le coup, c'est moi qui vais être le mauvais élève parce que je ne peux pas vraiment donner de définition comme ça, même pas à titre provisoire. En l'occurrence, le courant d'éthique environnementale, c'est peut-être la première caractéristique que je peux vous donner, n'est pas du tout, si vous voulez, un champ philosophique homogène qui serait unifié comme ça autour d'un certain nombre de grands principes ou de grandes problématiques dans lesquelles tous les penseurs se reconnaîtraient. Loin de là. L'image la plus juste, peut-être, pour vous donner une idée de ce que ce serait peut-être l'image de la nébuleuse. L'éthique environnementale, c'est une nébuleuse en expansion permanente, traversée par des tendances de sens opposés, en compétition en plus les unes avec les autres. D'ailleurs, on ne devrait même pas parler d'éthique environnementale au singulier, il faudrait dire les éthiques. Les éthiques parce qu'en fait, il n'y a pas loin d'une dizaine d'écoles différentes, rivales, vous voyez, qui se sont créées à l'intérieur du courant d'éthique environnementale. Vous avez le biocentrisme, alors je ne vous explique même pas ce que c'est juste pour mettre une étiquette. Il y a le biocentrisme, il y a l'écocentrisme, il y a l'écoféminisme, le pluralisme environnemental, le pragmatisme écologique. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'écoféminisme, ça c'est bien. En dépit du nom, c'est assez intéressant. La deep ecology, j'allais l'oublier, celle-là, l'écologie profonde. Et l'écologie profonde comporte un grand nombre de variantes internes parce qu'elle-même est une philosophie pluraliste, vous voyez, etc. Sans parler des auteurs qui entrent dans aucune de ces cases, et parfois pas des moindres, vous voyez, et qui font voler comme ça en éclats tous les encadrements. En fait, pour être tout à fait exact, dans l'idéal, pour pouvoir vous présenter l'éthique environnementale, il faudrait que je la situe au confluent de 2 autres courants qui sont formés simultanément et dans les mêmes pays, à savoir l'éthique animale et l'esthétique environnementale.
Voilà. Comprendre ce qu'est l'éthique environnementale, c'est comprendre ce qui la distingue de ces deux autres courants dont elle est très proche aussi par ailleurs. Donc évidemment, ce n'est pas du tout ce que je vais faire aujourd'hui, parce que là, il me faudrait la journée entière pour faire un truc comme ça. Alors, je vais procéder autrement, vous savez pas comme je vais me débrouiller. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que la cartographie du champ d'éthique et environnementale est compliquée à élaborer, ce qui ne facilite pas du tout la tâche de présentation. Mais même si les désaccords sont nombreux, profonds entre les théoriciens d'éthique environnementale, à tel point d'ailleurs qu'on peut considérer qu'il n'y a pas une proposition qui n'ait fait l'objet d'une contestation et d'une critique en interne. Donc même si les désaccords sont extrêmement nombreux et extrêmement profonds, il y a quand même quelque chose qui les unit. Ils se donnent tous le même objet de réflexion. Eh bien, la philosophie, en effet, au début des années 70, dans les pays anglo-saxons, s'est donné un nouvel objet de réflexion, qui est la nature ou l'environnement. Alors, de quelle manière cet objet de réflexion vient tout d'un coup à l'ordre du jour philosophique ? Voilà, là, ça va se compliquer un petit peu. Pour l'instant, ça allait. Là, je vais commencer à avancer un petit peu des idées. Eh bien, on peut estimer que la tradition majoritaire en philosophie morale, de Platon jusqu'au moderne, a eu tendance à poser les problèmes de moralité presque exclusivement à l'intérieur du cercle étroit défini par l'humanité. C'est-à-dire que la question de savoir ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, la question de savoir sous quelles conditions on peut dire que mon action est vertueuse ou vicieuse, la question de la détermination de mes obligations morales, etc., concerne essentiellement les relations que je suis amené à soutenir avec d'autres êtres humains ou avec moi-même. Voyez ? Donc le domaine de moralité, si vous voulez, est coextensif à l'humanité, au point de se refermer sur les seuls êtres humains. Ce qui ne veut pas dire que par le passé, les philosophes n'ont jamais eu l'idée géniale que nous pouvions avoir des devoirs à l'égard des animaux, qu'on n'avait pas le droit, moralement, de traiter un animal de n'importe quelle manière. Mais lorsqu'ils reconnaissent que nous avons des devoirs à l'égard des animaux, ils s'empressent généralement d'ajouter, comme le fait Kant, qu'en fait, c'est des devoirs indirects. C'est-à-dire que ce n'est pas des devoirs qui les concernent, eux, les animaux, directement, même si c'est eux qui en bénéficient, parce que nous n'avons de devoirs à proprement parler qu'à l'égard des êtres qui sont capables de réciprocité morale. C'est-à-dire que des êtres qui sont capables de se reconnaître des obligations morales en retour à notre égard. Bon, je vais vous donner un exemple pour faciliter un peu votre compréhension. Kant donne l'exemple dans ses leçons d'éthique, l'exemple d'un vieux chien qui a longtemps et fidèlement servi son maître et qui est devenu trop vieux pour le servir encore. Et Kant pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation ? Est-ce que le maître a le droit d'abattre son chien, de l'abattre comme un chien, cas de le dire, au motif que désormais, il ne lui sert plus à rien ? Et Kant répond, on s'y attendait, il dit non, c'est pas possible, moralement ça serait choquant, il ne peut pas faire ça. Le maître doit garder le chien à sa charge jusqu'à ce qu'il meure, mais faites attention à l'argumentation, non pas parce qu'il aurait des devoirs à l'égard du chien, mais parce que les bons et loyaux services rendus par le chien offrent une analogie avec les actions humaines. Et que le dévouement dont le chien a fait preuve pendant toute sa vie constitue une valeur morale en soi. Voyez ? Celui qui abat son chien comme un chien, lorsque désormais il ne lui sert plus à rien, etc. Le type qui se comporte comme ça montre, vous voyez, qu'il ne tient pour rien le dévouement et la fidélité du chien. C'est-à-dire qu'il n'a pas de respect pour ce genre d'attitude. Or, on n'a aucune raison de penser qu'il témoignera plus de considération à ces mêmes qualités morales lorsqu'elles se manifesteront chez les autres hommes. C'est donc parce que nous avons le devoir de témoigner de la reconnaissance à l'homme qui nous a été fidèle, qu'on doit aussi, indirectement, en témoigner au chien qui a rendu des bons et loyaux services. D'accord ? Vous comprenez ? C'est ce qu'on appelle la théorie des devoirs indirects. Alors, c'est une théorie qui est propre à Kant, mais ce que je veux dire, c'est que elle est tout à fait caractéristique, si vous voulez, des traditions morales. La manière dont Kant trace, la manière dont il délimite, si vous voulez, le cercle des êtres à l'endroit desquels il y a un sens à se reconnaître des devoirs, ça, c'est tout à fait caractéristique de la tradition morale en philosophie. On peut considérer, sans trop de caricature, qu'au fond, dans l'histoire de la philosophie morale, il y a eu deux traditions. Soit on considère, si vous voulez, que les êtres humains n'ont de devoirs qu'à l'égard des autres êtres humains, et puis un point c'est tout, c'est fini. Soit on considère qu'ils ont aussi des devoirs à l'égard de certaines créatures naturelles, comme les animaux justement. Mais dans ce cas-là, ce qui justifie l'idée que nous ayons des devoirs à l'égard des animaux, c'est que la manière dont on se comporte avec les animaux est reconduite dans
les relations que nous soutenons avec les êtres humains. Vous voyez, au fond, le respect à l'égard des animaux ne vaut que en tant qu'entraînement à la vertu. Vous voyez, c'est un exercice à la pratique de la vertu d'humanité. C'est exactement ce que disait Plutarque, ce que j'essaye de montrer, il y a toute une tradition au fond qui parle d'une seule et même voix. C'est ce que disait Plutarque au IIe siècle après Jésus-Christ. Il disait que celui qui s'habitue à maltraiter les animaux finira, et c'est ça le problème, il finira par se montrer cruel avec les êtres humains. C'est ce que dit Locke aussi. Donc là, bien plus tard, cette fois-ci, on est au XVIIe siècle. Locke dit qu'il ne faut jamais laisser des enfants s'amuser à arracher des ailes des mouches ou à écraser du pied des fourmis. Alors j'ai eu honte quand j'ai lu ce passage-là, parce que je n'arrêtais pas quand j'étais petit. Il dit qu'il ne faut pas laisser s'amuser à faire ça, parce que celui qui se plaît à faire souffrir ou à détruire les animaux ne sera pas préparé à se montrer bon et compatissant avec des êtres humains. D'accord ? Vous voyez ? Donc la façon dont on se comporte avec les animaux n'est pas moralement indifférente, non pas parce que les animaux seraient des sujets de moralité, non, mais parce que, si vous voulez, c'est l'indice d'une corruption morale dont les symptômes risquent de se manifester dans les relations entre les êtres humains. Eh bien, première tentative de définition que je peux enfin vous proposer de l'éthique environnementale. Donc, il va y en avoir 3 comme ça. C'est comme ça que j'ai décidé de procéder par 3 vagues successives. Eh bien, l'originalité et la spécificité de l'éthique environnementale consiste à poser la question suivante. Est-ce qu'il n'y a pas un sens à inclure les entités du monde naturel? Alors là, je suis obligé d'utiliser un concept. Alors, entité du monde naturel, ça signifie les animaux, mais il faut élargir, et c'est là que ça devient bizarre, je le reconnais, les plantes, et il faut élargir encore un petit peu, des ensembles naturels tels que des écosystèmes. Bon, je recommence. Est-ce qu'il n'y a pas un sens donc à inclure les entités du monde naturel dans la classe des sujets susceptibles de bénéficier d'une considération morale directe? Vous voyez ? Est-ce qu'il n'y a pas un sens à défendre l'idée que les entités du monde naturel peuvent bénéficier d'une considération morale pour elles-mêmes? D'accord ? Eh bien, à cette question, les théoriciens d'éthique environnementale répondent massivement oui. Donc, on pourrait dire, si vous voulez, mais il faudra revenir là-dessus, on pourrait dire que l'ambition de l'éthique environnementale est de déterminer les conditions sous lesquelles il est légitime d'étendre au-delà de l'humanité la communauté des êtres et des entités douées d'un statut moral. Ouais, si vous voulez, c'est une tentative de redéfinition, au fond, de la communauté morale et juridique. Ça va jusque-là ? Bon, alors vous allez me dire, tout ça, c'est magnifique, c'est très bien, formidable, etc. Mais enfin, quel rapport avec la crise écologique ? À quel titre l'éthique environnementale, vous voyez le nom quand même, hein, à quel titre l'éthique environnementale est-elle une philosophie de l'environnement ? Après tout, qu'il faille tenir les entités du monde naturel pour des objets de considération pour eux-mêmes, etc., hein, c'est une question qui relève de la philosophie morale, ça, et pas du tout de la philosophie de l'environnement. Eh bien, le pari de l'éthique environnementale consiste à dire que c'est pourtant de cette manière-là qu'il va falloir apprendre à poser les problèmes environnementaux, c'est-à-dire en termes de moralité. Vous voyez, l'éthique environnementale, comme le nom l'indique clairement, vous voyez, entend poser les problèmes environnementaux, le problème de la crise écologique, vous voyez, sur le terrain de la moralité. Elle considère, l'éthique environnementale, que la régulation qui doit être mise en place dans notre rapport à la nature est une régulation morale, vous voyez, et pas politique, juridique ou scientifique. Or, pour nous, cette façon de voir les choses est hautement paradoxale et même franchement déroutante, parce que ce n'est pas du tout de cette manière-là qu'on a l'habitude, en Europe, de poser le problème de la crise écologique. Au fond, en quel sens est-ce qu'on peut parler de crise écologique ? On dira, la crise écologique, elle renvoie, si vous voulez, à une perturbation de la nature qui défie les possibilités de reconstitution de ses stocks et de restauration de ses équilibres. Les interventions humaines ont été, avec le temps, de plus en plus massives et de plus en plus concentrées dans le temps, à tel point qu'on en est venu à atteindre des seuils d'irréversibilité. Seuil d'irréversibilité et autres dangers auxquels il est possible de se soustraire si les politiques environnementales se fixent pour
objectif d'analyser et de critiquer les principes d'action qui portent en eux justement un risque de rupture d'équilibre, puis de prescrire de nouvelles règles de conduite conformes à l'écologie, c'est-à-dire comme science, hein, et d'autres disciplines scientifiques. Voyez. Donc en tout cas, voyez, on a tendance à penser en Europe que les problèmes environnementaux ne relèvent absolument pas d'une éthique environnementale. On ne voit pas ce que la moralité vient de faire dans cette histoire-là. Les problèmes environnementaux demandent à être résolus, à être traités par les voies juridiques, politiques, avec le secours de l'expertise scientifique. Bon, je vais vous donner un exemple pour être sûr que vous me compreniez, parce que là, c'est peut-être un peu abstrait. Vous vous souvenez peut-être, enfin vous vous souvenez, non, ça c'est pas possible. Vous avez peut-être entendu parler, ça c'est peut-être possible en revanche, de ce qu'on a appelé l'affaire Sandoz, S-A-N-D-O-Z, en 1986, donc vous n'étiez pas né à cette époque-là. Moi-même, je n'étais pas bien vieux, hein, je devais avoir 13-14 ans. Et puis à l'époque, j'étais beaucoup plus intéressé en 86 par la Coupe du Monde de football que par les problèmes écologiques, donc moi-même, je n'en ai pratiquement qu'un souvenir. Sandoz, donc, du nom d'une entreprise pharmaceutique dont l'un des entrepôts a brûlé au cours de la nuit en déversant dans le Rhin des dérivés organiques de mercure, des esters phosphoriques, etc., des saloperies chimiques innommables, si vous voulez, en provoquant une énorme hécatombe de poissons, en rompant des équilibres, en détruisant des écosystèmes, enfin une vraie catastrophe écologique. Comme on n'en avait pas connu beaucoup d'ailleurs à l'époque, c'était une des premières d'une telle ampleur. Eh bien, vous voyez, le problème à l'époque était suffisamment bien connu dans sa nature et dans ses conséquences pour que le débat puisse se porter immédiatement sur la riposte scientifique et politique à adopter pour atténuer les effets de la pollution, pour tenter de la maîtriser. L'expertise scientifique était requise pour clarifier les causalités, pour déterminer le seuil limite des atteintes à l'environnement, pour mesurer le degré de pollution de l'eau, etc. Quant à l'intervention des politiques, elle était rendue nécessaire évidemment d'abord pour interdire la pêche, pour mettre en place un comité d'experts, pour évaluer les dégâts, puis pour obtenir un dédommagement financier, hein, éventuellement, de la part de l'entreprise Sandoz. Vous voyez, donc jusqu'à la fin des années 80, on pensait qu'on pouvait régler les problèmes écologiques comme ça, avec une combinaison gagnante de politique, plus scientifique, plus juridique. Hein, l'idée, c'est qu'il faut faire voter des lois. Alors, on va faire voter des lois, on va mettre en place ce qu'on appelle encore aujourd'hui une fiscalité incitative, c'est-à-dire que c'est le système des bonus-malus, oui, pour forcer les gens à adopter d'autres modes de consommation. On va empêcher les industriels de déverser leurs produits toxiques dans les rivières. Et puis, pour pouvoir agir efficacement, on va se tourner vers les scientifiques. On va solliciter auprès d'eux des études d'impact. On va demander aux savants de mettre au point des procédés de recyclage, d'enfouissement sécurisé des déchets nucléaires, etc. Et voilà, pas plus. Voyez, c'est comme ça qu'on peut résoudre les problèmes écologiques. Eh bien, je reviens à l'éthique environnementale. Pour les théoriciens d'éthique environnementale, toute cette approche de la question souffre d'un défaut de méthode. Parce qu'il y a toutes sortes de présupposés, j'ai presque envie de dire de préjugés, mais qui ne sont jamais remis en question. Lorsqu'on pose le problème comme on le fait, comme on le faisait encore en Europe dans les termes que je viens de dire, on a l'impression que tout se passe comme si il s'était agi, au fond, pour l'homme occidental, de faire ses comptes avec la nature, vous voyez, de savoir jusqu'où, après tout, on peut aller dans l'exploitation des ressources naturelles. C'est quoi la limite à ne pas dépasser ? Vous voyez, la position qui consiste à situer les problèmes dans l'activité humaine et qui pense pouvoir résoudre tous les problèmes en modifiant cette activité à la lumière de principes rationnels et scientifiques, ne présuppose-t-elle pas que le cadre général de notre relation à la nature, quoique mal délimité, reste pour le fond adéquat. Au fond, on estime qu'il n'y a rien à changer. Tout va bien. C'est juste un petit problème d'ajustement, un petit problème de mesure, de pondération, de bon usage, comme on dit, des ressources naturelles. Voyez ? Eh bien, par rapport à cela, l'éthique environnementale estime que le problème des représentations, le problème des valeurs qui règlent le rapport de l'homme à l'environnement, la façon dont l'homme se représente aussi la place qu'il occupe dans la nature. Voilà. Tous ces problèmes-là ne sont jamais posés. Vous voyez ? Il y a une sorte de dérobade morale, dans la mesure où on est soigneusement mis de côté tout questionnement portant sur la nature et l'ampleur exacte de notre responsabilité.
Eh bien, deuxième tentative de définition que je vous propose maintenant de l'éthique environnementale. L'éthique environnementale, elle se donne pour programme d'examiner toutes les représentations, toutes les valeurs, tout le système d'idées, si vous voulez, qui règle le rapport de l'homme à l'environnement depuis l'aube de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Alors personnellement, c'est ça qui m'a plu. J'ai adoré le caractère complètement délirant de ce programme-là. C'est d'une ampleur absolument suffocante, quoi. Il y a une remise à plat comme ça de la totalité, je vais vous expliquer pourquoi dans quelques secondes, il y a une remise à plat de la totalité de la tradition culturelle dont nous avons hérité que j'ai trouvé comme programme incroyable, quoi. C'est en ce sens qu'on peut dire que l'éthique environnementale est une écologie profonde, par opposition à notre type d'approche qu'on pourrait dire superficielle. Au fond, toute l'éthique environnementale est une écologie profonde. En ce sens où elle va chercher en profondeur, vous voyez, les racines de la crise de l'environnement. Alors peut-être une petite remarque là-dessus. La distinction que je viens de faire entre écologie profonde et écologie superficielle. Alors cette distinction elle a été proposée par la première fois par un philosophe norvégien. Alors c'est dommage que je n'ai pas de tableau, qui s'appelle Ernie Næss. Alors les Norvégiens m'ont appris comment ça se prononce, donc là je suis pas peu fier de le prononcer comme ça. Ernie Næss, mais ça s'écrit A-R-N-E, Arne, mais ça se dit Ernie. Et Næss, N-A-E-2-S, et puis c'est un E collé, Ernie Næss. Donc c'est lui qui, au début des années 70, l'a proposé pour la première fois. Næss, je pense là, il y a sans contestation, c'est le plus grand philosophe norvégien du XXe siècle. Mais il n'y a pas de concurrence. Au niveau où était ce philosophe-là, il n'a pas vraiment de concurrence, donc tout le monde est d'accord pour dire ça. Mais au-delà de ça, moi je dirais que c'est un des plus grands philosophes du XXe siècle tout court, quoi. Je veux dire, tout pays confondu. Heidegger, Husserl, Bergson, Wittgenstein, Næss, vous voyez. Je pense qu'il figure dans cette famille-là, quoi. Et donc, il a proposé cette distinction au début des années 70 et elle a été universellement reprise et elle est encore utilisée aujourd'hui parce qu'on se dit oh, c'est quand même bien commode comme distinction, c'est vrai. Alors, l'écologie superficielle, elle est supposée se préoccuper exclusivement des problèmes de pollution, d'épuisement des ressources non renouvelables. C'est-à-dire qu'au fond, elle s'intéresse aux symptômes, vous voyez, de la crise, mais elle néglige les causes sous-jacentes, vous voyez, les racines de la crise environnementale que l'éthique environnementale et la deep ecology, parce que je vais de le dire, Næss passe, alors c'est un peu compliqué, mais on va dire ça comme ça, il passe pour le fondateur de l'écologie profonde, qui est un courant philosophique à part entière d'une certaine manière. Bon. Que l'écologie profonde et donc l'éthique environnementale, eux, s'emploient à isoler, oui, ces causes profondes, à mettre au jour, à analyser. Et c'est cette interrogation, vous voyez, sur les racines de la crise qui conduit à une remise à plat, à une remise en cause globale de toute la tradition intellectuelle dont nous avons hérité. Alors pourquoi ? Je n'ai pas encore répondu à cette question-là. Pourquoi ? Pourquoi une telle remise à plat ? En quoi est-ce qu'elle est nécessaire ? Eh bien parce que les théoriciens d'éthique environnementale considèrent qu'il y a quelque chose dans cette tradition intellectuelle, qui est donc une tradition philosophique, mais aussi morale, scientifique, religieuse, etc. Il y a quelque chose dans cette tradition, si vous voulez, qui est ultimement responsable de la crise à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, dont les prémices, par conséquent, remontent alors bien au-delà, vous voyez, du XXe siècle ou du milieu du XIXe siècle. En fait, on pourrait dire que le monde occidental portait le germe de la crise environnementale bien avant son éclosion au XXe siècle. Et ces causes profondes de la crise écologique, il ne faut pas les chercher, comme on le dit parfois, dans le consumérisme un peu effréné comme ça des Occidentaux, hein, qui les pousse à piller la nature sans vergogne et à y rejeter leurs déchets comme dans une poubelle à ciel ouvert. Non, le vrai problème, la cause la plus profonde, ce n'est pas ce comportement-là. Non, c'est le fait que les hommes sont convaincus qu'ils ont le droit de le faire. Et pourquoi est-ce qu'ils ont le droit de le faire ? Mais parce qu'ils sont les rois de la création. Et que tout ce qui se trouve dans la nature n'est là que pour leur usage. Voilà, la cause la plus profonde, la racine la plus profonde de la crise écologique ne tiendrait-elle pas dans ce qu'on peut appeler l'anthropocentrisme moral de la culture occidentale, c'est-à-dire dans cette conviction que l'homme est la mesure de toute chose. Voyez, il est le seul à avoir une dignité, le seul envers qui il faut se reconnaître des devoirs, le seul à avoir une valeur intrinsèque. Il est le seul sujet moral. La critique de cet anthropocentrisme de la tradition culturelle occidentale
est un des éléments centraux de la plupart des théories d'éthique environnementale. Et de cet anthropocentrisme, vous trouvez la trace partout. Il suffit de la chercher. C'est pas plus compliqué que ça. Dès que vous la cherchez, vous la trouvez. Il est par exemple cet anthropocentrisme dans la Bible, déjà dans la Bible, dans l'idée selon laquelle Dieu aurait créé le monde pour l'usage et la domination de l'homme. Aucun élément de la création n'aurait d'autre usage que de servir les projets de l'homme. C'est le passage célèbre et assez beau d'ailleurs de la Bible où il dit où Dieu commande à l'homme de dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Mais domination. Cet anthropocentrisme-là, on en trouve encore la trace, évidemment, dans la tradition philosophique. Si vous consultez, par exemple, les textes d'Aristote, où il s'essaye à une sorte de classification du vivant, vous verrez que l'homme est donné comme étant non pas un vivant parmi les autres, ah non, la fin dernière de la nature, voyez. Il est cet être vers lequel tendaient depuis le départ tous les efforts de la nature, comme une sorte de chef-d'œuvre de la création. Et cette hiérarchie naturelle qui place l'homme au sommet fonde en droit une sorte d'empire de l'homme sur l'ensemble des créatures naturelles. Vous voyez, l'homme est donné comme étant l'unique bénéficiaire de la création. Celui qui, en tant que tel, a le droit de soumettre l'ensemble de la nature, toute chose n'ayant par rapport à lui qu'une valeur instrumentale. Alors, il faut que je précise mon vocabulaire. Là, je viens d'utiliser deux concepts très importants en éthique environnementale. Valeur intrinsèque, valeur instrumentale. Alors, c'est facile comme tout de définir ça. Dire d'une chose qu'elle a une valeur instrumentale, ça signifie qu'elle n'a pas de valeur intrinsèque. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de valeur en soi, elle n'a pas de valeur propre, elle n'a pas de valeur par elle-même. Voyez, elle n'a que la valeur que lui confère l'usage que les hommes peuvent en avoir. D'accord? C'est simple. Eh bien, cette distinction donc entre l'homme qui a une valeur intrinsèque et puis tout le reste de la nature qui a une valeur instrumentale, vous la retrouvez partout. Elle est chez saint Thomas, elle est chez Kant, etc. Voyez. On pourrait dire que la tradition morale d'Aristote à Kant est massivement anthropocentrée. Elle a tendance à ne reconnaître de valeur aux entités du monde naturel qu'en relation avec les hommes, qu'en relation avec les projets qu'ils se donnent. Eh bien, troisième tentative de définition, ça j'y suis, j'ai réuni assez d'éléments. L'éthique environnementale se propose de mettre fin à l'anthropocentrisme des valeurs. C'est-à-dire qu'elle essaye, si vous voulez, pour la première fois peut-être dans l'histoire de l'humanité, d'élaborer une morale qui résiste à la tentation anthropocentrique. Parce qu'elle estime que l'anthropocentrisme est dans une large mesure à l'origine des problèmes que nous connaissons, des problèmes environnementaux évidemment, que nous connaissons aujourd'hui. C'est parce que l'homme s'est imaginé être maître et possesseur de la nature qu'il a fini par la traiter comme étant une poubelle à ciel ouvert. Et par conséquent, l'éthique environnementale revendique la prise en compte morale de l'environnement non humain pour lui-même, indépendamment de toute perspective d'utilité pour les hommes à plus ou moins long terme, pour les contemporains comme pour les générations futures. C'est pour ça d'ailleurs que la problématique des générations futures, qui est tellement présente, qui est même archi-dominante, vous voyez, dans les débats français, elle est complètement absente en éthique environnementale. Vous voyez ? L'éthique environnementale, son projet, c'est de mettre au jour la nature comme étant un lieu de valeur intrinsèque, en tant que fondement des obligations morales que nous avons à l'égard de la nature. Voilà, pour vous faire comprendre ce point, je vais essayer de vous raconter une anecdote. Ce point est très important. Une anecdote qui est racontée par... alors, j'ai cité encore aucun nom propre pour l'instant. Elle est racontée par Callicott. Alors, il est dans ce livre-là, mais bon, je ne suis pas venu pour le vendre non plus. Callicott, c'est une des figures majeures de l'éthique environnementale. Bah, ça s'écrit à peu près comme ça, se dit, il n'y a pas de... Et c'est lui qui raconte cette anecdote, pendant que j'en suis à citer des noms propres. Vous avez trois auteurs que vous ne pouvez pas ne pas lire si vous vous intéressez à ce courant-là. Il y a Callicott, qui vit encore, et j'ai eu la chance de les rencontrer tous il y a quelques années. Il vit toujours, il se porte bien, il faut dire la nouvelle. Le second, alors il n'y a pas de hiérarchie, je les cite comme ils me viennent, il s'appelle Holmes Rolston, c'est pas facile... de saisir l'orthographe du nom, R-O-L-S-T-O-N, Holmes Rolston. Alors lui, très vieux en revanche.
C'est vraiment la figure du patriarche. Il est peut-être le tout premier philosophe professionnel, je dirais, à écrire sur le sujet aux États-Unis. Et le troisième s'appelle Brian Norton. C'est le plus jeune des trois. Voilà, c'est vraiment les trois figures majeures. C'est comme les mousquetaires, quoi, ils sont trois. Ceux-là, vous ne pouvez pas ne pas les lire. Bon, je reviens à ce que je voulais vous dire. Donc l'anecdote que je vais vous raconter, elle se trouve dans ce livre-là, d'ailleurs, sous la plume de Caldicott, et elle concerne un biologiste américain qui s'appelle Edwin Pister. Et Edwin Pister a passé une bonne partie de sa vie à tenter de sauver de l'extinction une espèce très rare de poisson qui s'appelle le Cyprinodon diabolis, je trouve le nom est magnifique, qui a pour particularité de vivre dans des petits îlots aquatiques au milieu du désert d'Arizona. Alors on me l'aurait dit, j'aurais pas cru. Ah si, il y a des poissons dans le désert, c'est même pas une blague. Et donc il a fait tout ce qu'il a pu pour essayer de les sauver parce qu'ils étaient menacés par des agents de l'agrobusiness qui pompaient l'eau des sols à des fins d'irrigation. Donc il est allé jusqu'à porter cette affaire devant la plus haute instance juridique américaine, la Cour suprême des États-Unis. Et là, le truc est incroyable mais vrai, il a gagné son procès. Et on se croirait dans un film à la Frank Capra, c'est trop beau pour être vrai. Il a gagné son procès. Et grâce à lui, maintenant, le Cyprinodon diabolis, c'est une espèce protégée. Et donc, ses amis lui disaient, mais pourquoi est-ce que tu dépenses toute cette énergie pour ce misérable poisson-là, dont il était lui-même bien obligé de reconnaître qu'il n'avait aucune utilité particulière? Le cyprinodon n'a pas d'intérêt scientifique particulier, il est trop petit pour être mangé. Sur le plan esthétique, pour regarder sur Google Images, il n'est même pas beau. Enfin, c'est le pauvre poisson, il n'a rien pour lui, quoi. Et ses amis lui disaient, mais enfin, à quoi ce poisson est-il bon? Pourquoi vouloir le préserver? Et de guerre là, vous voyez, Edwin Pister a fini par retourner la question de ses interlocuteurs en leur disant, et vous alors? À quoi êtes-vous bon? Ah, j'aime beaucoup cette question-là, je la trouve elle est intéressante. Ce qui est intéressant dans cette question, c'est qu'Edwin Pister invitait ses interlocuteurs à se demander, à reconnaître que, comment dire, quand bien même nous serions bons à rien. Vous avez peut-être vu le Spoons de Marcel Pagnol, c'est un film un peu vieux, maintenant en noir et blanc. Il est très drôle encore, avec Fernandel. Il y a une scène à laquelle je songe maintenant. Fernandel, au début du film, il a 25-30 ans à peu près. Il se lamente sur sa vie. Il dit, oh, regarde ça, j'ai 25-30 ans, j'ai rien fait de ma vie. Je suis un bon à rien. Et il y a son oncle qui essaye de lui remonter le moral, qui lui dit, mais non, c'est pas que tu es bon à rien, c'est que tu es mauvais à tout. Ah, avec l'accent marseillais, le passage est assez marrant. Tu es mauvais à tout. Eh bien, imaginons effectivement que nous soyons mauvais à tout. Que, je ne sais pas, mauvais ami, mauvais père, mauvais professeur, et que nous n'ayons aucune valeur instrumentale. Eh bien, nous ne laissons pas, voyez, d'être investis à notre propre yeux d'une sorte de valeur intrinsèque. Voyez. Eh bien, Edwin Pister invitait ses interlocuteurs à se demander si cette valeur intrinsèque, que chacun se reconnaît à soi-même bien volontiers, ne pourrait pas être étendue à d'autres composantes du monde naturel. Est-il absurde, est-il grotesque de considérer que les êtres vivants ont une valeur qui leur est propre, indépendamment de l'utilité qu'ils peuvent avoir pour nous, et quand bien même ils n'en auraient absolument aucune? Vous voyez, c'est une affaire de respect, et pas du tout de spéculation sur nos propres intérêts à plus ou moins long terme. Vous voyez, il y a là un changement considérable, je trouve, dans notre rapport à la nature. Alors il y a un auteur, puisque je suis en train de parler des noms propres, j'en profite, il y a un auteur qui a très bien compris tout ça depuis le début. C'est assez épatant d'ailleurs qu'il ait si bien compris la chose. En 1974, donc vous voyez, on est au tout début de l'éthique environnementale, on en est au balbutiement, un auteur qui s'appelle John Passmore, qui n'est pas spécialiste d'éthique environnementale à en parler. Il a écrit un très bon livre, alors rien n'a été traduit hélas de cet auteur-là, il a écrit un très bon livre sur l'idée de perfectibilité, qui reste le meilleur livre à ma connaissance sur le sujet. Et donc en 1974, c'est un auteur australien, il a écrit un livre intitulé Responsibility for Nature. Alors je vous le donne en anglais parce que je vais vous expliquer, c'est pas facile à traduire. Responsibility for Nature et non pas Responsibility to Nature. Et donc il écrit en 1974 un livre qui est le premier livre intégralement consacré à l'éthique environnementale. Et chose étrange, c'est une critique systématique et alors particulièrement destructrice de l'éthique environnementale qui est en train de se mettre en place. John Passmore prend la plume pour dire mais faut pas écrire des trucs là-dessus. Là. En fait, c'est complètement absurde ce sujet-là. Et donc la thèse de Passmore consiste à dire qu'il n'y a pas de sens à traiter la nature et les entités du monde naturel comme des objets de considération morale pour eux-mêmes. La nature, dit Passmore, c'est pas une personne. C'est pas une quasi-personne. Et par conséquent, la responsabilité dont on parle est une responsabilité, c'est là que ça devient difficile à traduire, à l'endroit de la nature. Responsibility for nature. C'est-à-dire que c'est une responsabilité humaine
qui prend en charge l'orientation des actions des hommes en direction de la nature parce que ça produit des effets en retour dans les relations entre les hommes. Mais ce n'est pas une responsabilité to nature, ce n'est pas une responsabilité concernant la nature, comme si les hommes pouvaient être responsables devant la nature, comme s'ils avaient des comptes à lui rendre. Comprenez? Eh bien, le propos, l'originalité, je trouve tout l'intérêt théorique de l'éthique environnementale, c'est d'essayer de penser une responsibility to nature, justement. Et c'est en ce sens que le concept de valeur intrinsèque joue un rôle alors décisif dans l'entreprise. La plupart des théoriciens d'éthique environnementale, mais c'est ce que je vous disais, ils ne sont pas tous d'accord là-dessus, considèrent que tous les espoirs d'établir une éthique environnementale reposent sur la possibilité de découvrir dans la nature des valeurs intrinsèques comme fondement des obligations morales des hommes à son égard. Et du coup, là j'arrive à la fin, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, et du coup vous avez là l'espace au sein duquel les grandes problématiques d'éthique environnementale vont pouvoir se constituer. Les problèmes fondamentaux que rencontre l'entreprise d'éthique environnementale sont de 3 ordres, se situent à 3 niveaux et chaque niveau est assez compliqué. Premièrement, il va falloir savoir comment est-ce qu'on fait pour déterminer ce qui, dans la nature, peut faire l'objet d'une valorisation intrinsèque. Bon, premier problème qui n'est pas facile à résoudre. Deuxièmement, une fois que vous aurez résolu le premier problème, il faut montrer comment on peut fonder un certain nombre d'obligations morales et plus largement une responsabilité des hommes à l'égard de la nature sur la reconnaissance de l'existence de valeurs naturelles intrinsèques. Et enfin, troisième problème à résoudre, il faut savoir comment on fait pour hiérarchiser les valeurs intrinsèques qui ont été découvertes. Et comment est-ce qu'on fait pour ordonner les différentes obligations morales qui leur sont corrélatives. Étant bien entendu que ce n'est pas parce qu'on défend une éthique de la valeur intrinsèque qu'on est condamné à une sorte d'égalitarisme normatif. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait reconnaître qu'on a plus de devoirs à l'égard des êtres humains qu'à l'égard des animaux, et plus à l'égard des animaux qu'à l'égard des plantes, etc. Simplement, tout ce qu'on vous demandera, c'est d'expliquer en fonction de quels critères vous effectuez cette discrimination.